Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 mai 2026 et comme l'indique le titre de cette vidéo, la fibre optique pourrait permettre au Hamas de passer du statut de terroriste à celui de résistant. En France, sous l'occupation de l'armée allemande, le gouvernement de Vichy et l'armée allemande considéraient les résistants comme des terroristes et ils étaient jugés et condamnés comme des terroristes lorsqu'ils étaient arrêtés. Après le débarquement de l'armée américaine et lorsque l'issue de la guerre ne laissait plus beaucoup de doutes, les résistants que l'on appelait aussi des maquisards, bien qu'en réalité très peu vivaient dans le maquis de la forêt, sont devenus de véritables héros. En fait, les maquisards n'auraient pas dû être qualifiés de terroristes puisqu'ils s'attaquaient à des militaires qui occupaient un pays, en principe indépendant. Mais de tout temps, le vainqueur dicte ses lois et depuis de nombreuses années, les Palestiniens qui résistent ou qui tentent de résister à l'occupation israélienne ont été qualifiés de terroristes. Il est vrai que lorsque le Hamas envoie des roquettes sur une population civile sans savoir à quel endroit ni sur qui cette roquette va exploser, il s'agit bien de créer une terreur au sein d'une population civile et donc on peut conclure qu'il s'agit là d'un acte terroriste. Par contre, lorsqu'un membre du Hamas muni d'un lance-roquette tire sur un véhicule militaire, il s'agit à l'évidence d'un acte de résistance face à une occupation militaire qui s'exerce par la violence. Les progrès réalisés en matière de guidage de drones avec la fibre optique pourraient permettre au Hamas de s'équiper de cette technologie et de remplacer des tirs de roquettes effectués à l'aveugle par le guidage de drones sur des véhicules blindés. Comment un petit drone entraîné par 4 hélices peut-il porter un fil de plusieurs kilomètres de long et même plusieurs dizaines de kilomètres de long? Alors, on va donner une petite explication technique, car c'est un peu confus pour certaines personnes. Lorsque j'ai conçu mon premier procédé de fabrication industrielle en 1975, j'ai utilisé des fils de polyester haute ténacité. Dans l'industrie textile, l'unité de mesure était à cette époque-là le denier. C'est-à-dire que l'on mesure la finesse d'un fil, non pas avec un pied à coulisse qui mesure les dixièmes de millimètre ou un palmaire qui mesure les centièmes de millimètre, mais on pèse le fil pour connaître sa finesse. Cela vient de l'époque où l'on cultivait les vers à soie et où l'on pouvait dérouler un fil à soie sur une longueur de 9000 mètres. Sur une longueur de 9000 mètres, si le fil pèse 7 grammes, sa mesure est de 7 deniers. En fait, le denier, c'est une longueur de 9000 mètres pour un poids de 1 gramme. Aujourd'hui, pour utiliser le système décimal et faciliter les calculs, on a remplacé les deniers par le décitex, c'est-à-dire que 1 décitex représente un filament d'une longueur de 10 000 mètres pour un poids de 1 gramme. Dans l'industrie textile, on produit des filaments de 5,5 décitex, c'est-à-dire des filaments qui pèsent 5,5 grammes pour une longueur de 10 km. En moulinant une centaine de filaments de 5,5 décitex,
on obtient un fil dont le poids est de 550 grammes pour une longueur de 10 km. 10 000 mètres, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. On peut obtenir des résistances rupture plus élevées en utilisant d'autres matières, telles que l'aramide, plus connue sous le nom de Kevlar, ou les fils de carbone, etc. Dans la fibre optique, on arrive à produire un fil extrêmement fin et d'une résistance rupture suffisante pour résister à son propre poids sur une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres sans qu'il casse. Et surtout, à travers lequel on peut recevoir et transmettre des informations et des images en temps réel. La particularité de ce système est qu'il n'émet aucun signal qui pourrait être détecté. Cette technologie a d'abord été utilisée en Ukraine avec des résultats impressionnants et est maintenant utilisée par le Hezbollah au sud Liban où de nombreux chars israéliens ont été détruits par ce système. Un petit drone muni de 4 hélices porte une charge explosive sur le dessus du châssis du drone et une caméra est en dessous du châssis. Le pilote dirige le drone en étant à plusieurs kilomètres du drone et peut être dissimulé dans un taillis en bordure d'une clairière. Au fur et à mesure que le drone s'éloigne du pilote, le fil se déroule et envoie les images que la caméra filme. Lorsque le pilote voit un char ou un autre engin militaire, il dirige son drone vers la cible et le drone va percuter le char de plein fouet et la charge explosive contenue dans une sorte d'obus placé au-dessus du drone explose et détruit en partie le char qui, dans la plupart des cas, est mis hors d'état de fonctionner. Il est probable que le Hamas va, dans quelque temps, bénéficier de cette technologie. Et cela pourrait changer le rapport de force dans le petit territoire de Gaza. Et les membres du Hamas pourraient passer du statut de terroriste à celui de résistant, en s'attaquant uniquement à des militaires. En ce qui concerne la guerre que les Israéliens ont déclenchée depuis contre l'Iran, en se basant sur des informations fausses, tout le monde peut maintenant constater que 95% de la population iranienne est derrière le gouvernement iranien. Ce peuple est déterminé à se battre pour conserver sa souveraineté. Dans une guerre, 2 éléments sont très importants. 1. La préparation. 2. La détermination. Les sanctions économiques abusives prises par les États-Unis contre l'Iran depuis 1980 ont entraîné le peuple iranien à se préparer à une guerre contre les États-Unis dirigée en fait par le lobby de la finance, lui-même dirigé par Israël. Pendant 40 années, les Iraniens ont creusé des tunnels dans la montagne. Ils ont aménagé des ateliers de fabrication de missiles à plus de 300 mètres sous la surface de la montagne. Ils ont probablement été formés par les Coréens du Nord qui ont été placés eux-mêmes sous sanctions économiques américaines pendant de nombreuses années. Ce qui a certainement tissé des liens entre la Corée du Nord et l'Iran. Il faut rappeler que la Corée du Nord était, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en relation très étroite avec l'Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique est devenue la Russie,
les relations entretenues entre les deux pays ont continué. La Corée du Nord a toujours entretenu des relations économiques et militaires avec la Chine. C'est l'armée chinoise qui, en octobre 1950, a, avec l'armée nord-coréenne, repoussé l'armée américaine jusqu'au 38e parallèle. Depuis les années 1950, la Chine et la Corée du Nord ont entretenu des relations privilégiées avec l'Union soviétique, puis avec la Russie. À partir de la révolution islamique en 1979, l'Iran s'est rapproché de l'Union soviétique, puis de la Russie. Ces quatre pays, la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, ont progressé constamment dans le domaine de la construction de matériel militaire. Entre 1995 et les années 2005, les États-Unis auraient pu attirer la Russie vers le bloc occidental. Ils auraient pu favoriser l'entrée de la Russie dans l'Union européenne, car la Russie fait partie géographiquement de l'Europe. Non, le lobby de la finance voulait le démembrement de la Russie et ont poussé, sans le vouloir, la Russie dans les bras de la Chine. Une erreur stratégique énorme de la part du lobby de la finance. Une situation dont je développerai l'analyse dans une prochaine vidéo et qui sera consacrée à la guerre en Ukraine. Dans l'immédiat, il faut se concentrer sur la guerre entre Israël et l'Iran. Israël a éliminé tous les gouvernements des pays qui gênaient dans son développement. La Libye, l'Irak, la Syrie, etc. Le seul pays qui soutient actuellement les Palestiniens à travers le Hamas et le Hezbollah, c'est l'Iran. Et pour les Israéliens, l'Iran représente une entrave pour le développement du Grand Israël. Et pour le gouvernement de Netanyahou, l'Iran doit être éliminé en remplaçant ses dirigeants pour placer un gouvernement favorable à Israël et aux compagnies pétrolières américaines en détruisant les capacités militaires de l'Iran. Seulement, l'Iran, avec l'aide de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord, est devenu une forteresse imprenable. Les militaires israéliens ont compris que seules les armes nucléaires pourraient faire plier les dirigeants et leur faire accepter l'inacceptable. Les dirigeants israéliens actuels ont l'intention d'utiliser une partie de leurs armes nucléaires pour faire plier les dirigeants iraniens. Mais passer du conventionnel au nucléaire nécessite un énorme prétexte. Il faut justifier vis-à-vis de l'Union publique mondiale une situation qui menace l'existence même d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'Israël a l'intention d'utiliser une partie de son arsenal nucléaire contre la très puissante armée iranienne. Mais il leur faut d'abord créer une situation qui leur permettrait de se justifier vis-à-vis de l'opinion publique mondiale. Le lobby de la finance possède tous les grands médias dans le monde occidental et il peut organiser une campagne pour justifier le passage des armes conventionnelles à celui des armes nucléaires. Il est probable que les Israéliens vont d'abord créer une situation de chaos économique et d'étape en étape, les journalistes vont expliquer à la population occidentale que finalement,
Israël n'a plus d'autre choix que le nucléaire pour éliminer le danger que représente un pays dirigé par des fanatiques qui entraînent l'économie mondiale vers une catastrophe. Tout cela est de la propagande basée sur d'énormes mensonges, mais c'est l'étape nécessaire pour faire passer du conventionnel au nucléaire. Dans un premier temps, il faut détruire un grand nombre d'installations vitales pour l'Iran pour obtenir que l'Iran détruise à son tour des installations vitales pour le Moyen-Orient, mais vitales également pour le reste du monde. Le voyage du président Donald Trump en Chine a probablement retardé le déclenchement de la destruction des installations vitales en Iran. Nous verrons probablement à son retour de Chine le déclenchement de la phase 3 de cette opération qui va déclencher la réponse militaire des Iraniens et entraîner des destructions massives au Moyen-Orient. Les matières premières fabriquées par l'industrie pétrolière et chimique au Moyen-Orient sont devenues indispensables dans le monde moderne, dans lequel nous vivons depuis plus de 50 ans. La destruction de la majorité de ces installations pétrochimiques au Moyen-Orient va entraîner toute l'économie mondiale vers une récession d'une dimension difficilement imaginable pour le commun des mortels, avec, à la clé, des quantités de fermetures d'entreprises dans toute l'Europe, 3 à 4 mois après ces destructions. Une situation que l'on imagine mal aujourd'hui, une situation de misère après plusieurs mois de pénurie de matières premières et des pays confrontés à la famine suite au manque d'engrais pour l'agriculture. Très peu de personnes auraient imaginé voir l'aéroport de Dubaï désert depuis des semaines, les restaurants et les hôtels vides dans cette ville complètement orientée vers le super luxe et l'ostentatoire, avec des gratte-ciel dont la hauteur est complètement déraisonnable. Imaginez un missile avec une tonne d'explosifs sur un gratte-ciel de 900 mètres de hauteur et cela devient un tas de gravats dans les secondes qui suivent l'explosion. L'autre problème qui se pose actuellement aux Émirats arabes unis, comment évacuer les 3 millions de travailleurs étrangers qui vivent dans des conditions inhumaines dans la banlieue de Dubaï, alors que la majorité des employeurs ont déjà fui le pays en laissant des millions de passeports dans des coffres dont personne n'a la clé. Nous vivons une période où tout peut basculer dans une dimension jamais connue jusqu'à présent. Le pire n'est pas certain, mais il faut se préparer à l'affronter. Donc, nous allons voir dans quelques jours comment va évoluer la situation après le retour de Chine de Donald Trump et nous ferons une vidéo pour vous tenir informés de faits dont vous n'avez pas connaissance si vous regardez les grands médias français, notamment BFM TV, etc. Enfin, toutes ces chaînes sur lesquelles j'ai pu voir récemment je passais d'une chaîne à l'autre et j'ai écouté quelques minutes le discours de propagande qui était diffusé sur cette chaîne où j'ai eu la possibilité d'entendre un général français, à la retraite bien sûr, qui disait que les Américains jusqu'à présent n'ont pas véritablement attaqué l'Iran car ils n'en feraient qu'une bouchée. Eh bien, quand vous avez des généraux comme ça, on se dit que heureusement qu'ils sont à la retraite,
Mais d'un autre côté, on n'a pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne leurs successeurs. Non, l'armée américaine est dans l'impasse, elle est incapable, n'a pas les moyens matériels ni humains pour envahir l'Iran et encore moins pour gagner ce territoire d'une façon conventionnelle. Il faudrait que l'armée américaine soit capable de recruter et de préparer 2 millions de soldats. Ce n'est pas le cas de soldats opérationnels sur le terrain. Ce sont les estimations de plusieurs experts militaires comme le colonel Douglas MacGregor ou le colonel Lawrence Wilkerson et d'autres qui estiment que pour envahir l'Iran, il faudrait 2 millions de soldats américains avec l'équipement adéquat. L'équipement, on peut dire qu'ils n'ont même pas la moitié, et ils sont à court de munitions après seulement quelques semaines de guerre. Donc non, mon général, l'armée américaine ne peut pas faire une bouchée et encore moins envahir l'Iran. D'ailleurs, si elle le faisait, il faut savoir que la Corée du Nord enverrait des troupes pour défendre le territoire iranien et peut-être même d'autres pays en feraient de même. Donc, vous êtes complètement en dehors de la réalité. Voilà, à très bientôt.